RCN. Le son de la différence. Alors peut-être La Britannique est en train de craquer, Patrick. Allez, elle va passer Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a battu. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Prenez place dans cette nouvelle édition de la Maison des Sports. Je suis très heureux de vous accueillir pour parler de sport à nouveau pendant une heure, comme chaque lundi et comme chaque vendredi à 18h sur RCN. Et on va commencer tout de suite par faire un petit point sur l'actualité locale en parlant de nos clubs qui viennent souvent nous voir et qu'on a souvent au téléphone justement pour parler de leur saison. On va débuter notamment avec le RC Champignelles. Alors, comme la semaine dernière, pas grand chose à dire parce qu'on est dans la période de trêve hivernale. Les matchs se sont terminés le 8 décembre pour l'équipe première de Champignelles. Alors bien sûr, la réserve et l'équipe, la deuxième équipe, etc. continuent de jouer, mais pour l'équipe 1, on est dans la trêve hivernale. Donc le dernier match était le 4 décembre, ça s'est soldé 8-1, on en avait parlé contre Prix-les-Mézières. Le prochain match ce sera le 8 janvier contre Blainville. Donc on attend Champignelles toujours au top. Alain Carlinet nous mentionnait l'importance toujours de rester concentré, soudé et focus sur les objectifs pendant la trêve. On vérifiera ça au début de saison, bien évidemment. Pour le SLUC Nancy Handball, l'équipe féminine, c'est la même chose. En ce moment, c'est la trêve. En plus, on a eu des matchs qui ont été reportés. Donc, le dernier match date du 20 novembre, une victoire contre Königsmacker. Les prochains matchs seront également le 8 janvier, le 15 janvier. Donc, le 8 janvier, le SLUC recevra Chaumont. Le 15 janvier, le SLUC recevra Bar-le-Duc. Et voilà. Pendant cette trêve hivernale, on espère que le SLUC trouvera les forces pour rebondir après cette première saison, cette première moitié de saison un petit peu ratée. Également, c'est la trêve hivernale du côté du rugby avec le Cosville et les Nancy qui n'a plus de match pour le moment depuis le 12 décembre, du coup la semaine dernière, qui a gagné contre le Stade de Reims à Reims 41-31 et qui rejouera seulement le 9 janvier, qui accueillera Verdunois. Donc pour le moment c'est la même chose. Donc le Cosville et les Nancy qui est toujours invaincu pour le moment sur cette première partie de saison en 7 matchs, 6 victoires, un match nul. On espère bien évidemment qu'après la trêve ça se poursuivra de cette manière. On va parler de waterpolo désormais avec malheureusement le match contre Bordeaux qui a été reporté probablement pour des raisons de Covid. C'est également la même chose. Du coup, on reverra seulement le NIAC en janvier, le 8 janvier. Donc le 8 janvier, grosse reprise avec toutes nos équipes qui reprennent leur saison. Le NIAC qui accueillera Choisy-le-Roi et puis qui se battra pour rester et se maintenir dans ce top 4 qui est si important pour accéder aux compétitions européennes. Pour le volley qui a battu Ajaccio 3-7-0 la semaine dernière et qui recevra demain un match très très important justement dans la lutte dans le championnat par rapport à Saint-Nazaire. Alors bien évidemment c'est pas ça, les matchs très importants seront face à Saint-Nazaire et ce seront les matchs coup près, mais tout de même on sait très bien qu'il faut les prendre au sérieux ces matchs-là. Le Grand Nancy qui accueillera du coup Fréjus demain et il faut continuer sur cette lancée, sur cette dynamique qui se sont fixées grâce au coach notamment. Et puis pour parler du SLUC Nancy Basket, c'est pareil, ça va être la trêve hivernale très bientôt. L'équipe de Sylvain Lautier qui continue très bien pour le moment sur sa lancée. On est 3e et on espère qu'on va rejoindre forcément la Pro A. Alors c'était le point sur l'actu locale. On se retrouve dans un instant juste après s'être écouté du Taïga pour parler de Sergio Agüero. Et avant de passer aux actualités qui ont bouleversé la semaine dans le sport, je voulais revenir un petit peu sur le SLUC Nancy Basket où j'ai dit une bêtise parce que c'est pas du tout la trêve hivernale pour le SLUC Nancy Basket. Au contraire, ils jouent aujourd'hui contre Boulazac et là ils vont enchaîner une période très très importante de la saison puisqu'ils vont jouer tout simplement 3 matchs en 10 jours. Donc un match tous les 5 jours. Le premier sera contre Boulazac aujourd'hui à 20h30. Donc on espère que pour le moment les 2 victoires qui ont été récoltées contre Saint-Quentin et contre Nantes à l'extérieur vont permettre à Nancy de décrocher la victoire contre Boulazac à domicile cette fois-ci. Ensuite on recevra également dans 5 jours le 22 décembre juste avant les fêtes Saint-Chamond et ensuite 5 jours plus tard Nancy se déplacera à Rouen le 27 décembre. Donc pendant les fêtes c'est toujours une période compliquée, surtout lorsqu'on enchaîne autant de matchs en si peu de temps. On espère bien évidemment que le groupe est prêt. Sylvain Lautier, on le sait, est un très grand coach et à mon avis a de quoi galvaniser ses joueurs pour attaquer cette période très importante. Évidemment
on va compter sur Stéphane Gombeau, sur Walker, sur les joueurs qui sont plus encore que d'habitude, puisque l'effectif va être soumis à rude épreuve. Mais ce sera très intéressant et on compte sur Nancy pour accomplir cette mission, tout du moins. On va enchaîner du coup avec les actualités qui ont vraiment bouleversé la semaine, les gros statements comme j'aime le dire. Et le premier dont j'ai envie de parler, c'est forcément la retraite de Sergio Kun Agüero qui a pris sa retraite du coup à cause de problèmes cardiaques. Alors on le sait, Sergio Agüero cet été a pris le départ pour aller au FC Barcelone et rejoindre son copain Lionel Messi, plus que son copain d'ailleurs, son beau-frère il me semble, si je ne me trompe pas, puisque son Lionel Messi est le parrain de son fils. Donc il y a une histoire également avec Diego Maradona, puisque Sergio Agüero est le beau-fils, je sais plus exactement comment on dit Thomas, aide-moi. Ça dépend de quoi tu veux quand parler. Quand t'as un beau-père, t'es le gendre. Voilà. Non, quand t'es marié, quand t'as un beau-père, Eh ben, c'est le beau-fils. Voilà, donc t'es le beau-fils. Voilà. Donc, le Sergio Agüero qui est le beau-fils de Diego Maradona, et donc il y a forcément lien de parenté entre Diego Maradona, Lionel Messi et Sergio Agüero. Excusez-nous pour cette séquence catastrophique, mais ce n'est pas grave. Et donc du coup Sergio Agüero qui a pris sa retraite juste après avoir rejoint le FC Barcelone. Un petit peu le sort qui s'acharne pour le joueur argentin, parce que déjà on a tout ce transfert où il quitte Manchester City après quelques brouilles avec Pep Guardiola, et c'est la première fois de sa carrière qu'il a des problèmes avec un entraîneur. Alors si on peut qualifier ça de problème, bien évidemment, parce que je doute qu'il y ait eu des discordes entre les deux dans le vestiaire. Vu comment Sergio Agüero est un grand professionnel qui accepte le sort qui lui est réservé. Donc lorsque Gabriel Jesus était titularisé à son profit, il n'a pas rechigné, il a accepté la décision, mais forcément le fait de mettre un aussi grand joueur sur le banc fait que Sergio Agüero avait envie de partir de Manchester City. Il est donc parti de Manchester City pour aller au FC Barcelone pour rejoindre Lionel Messi, et déjà le sort s'acharna sur lui, puisque Lionel Messi partait au FC Barcelone, partait au Paris Saint-Germain et quittait le FC Barcelone justement. Donc Sergio Agüero se retrouvait un petit peu tout seul. Il était suivi de Memphis Depay. Il avait encore des joueurs de qualité au sein du groupe, notamment Frenkie de Jong, notamment Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho. Donc on imaginait que au FC Barcelone ça pouvait donner quelque chose, et finalement Sergio Agüero n'aura quasiment jamais joué avec le FC Barcelone. Il n'aura même pas porté la tenue, tout simplement à cause de ses problèmes cardiaques qui n'ont jamais été détectés et qui ont fait qu'il prenne sa retraite seulement à 32 ans. Alors du coup on va faire un petit retour sur la carrière de Sergio Agüero. Elle a commencé à l'Atlético Madrid, en tout cas c'est là que son éclosion a lieu, où on a commencé à le surnommer Sergio Kun Agüero. Il était déjà très très fort à cette époque-là. Je me souviens également en 2012 quand l'Atlético Madrid remporte la Ligue Europa, c'est notamment grâce à un doublé de Sergio Agüero. Et puis ensuite on a ce départ en première ligue à Manchester City, au départ avec le numéro 16, Agüero, qui est un petit peu attendu dans la relève de Carlos Tevez, l'Argentin qui s'en va de Manchester City. Et puis Sergio Agüero accomplira parfaitement cette mission, marquera but sur but, époustouflera toute la première ligue de son talent, de match en match. Il sera élu meilleur joueur de la première ligue à de nombreuses reprises. Il gagnera le titre également avec Manchester City, et cette séquence absolument mythique contre QPR sur le match du titre où Agüero marque le dernier but à la dernière seconde, et le commentateur qui part complètement en vrille, et Segosi après ce but sensationnel et cette passe de Mario Balotelli qui restera dans les annales. Par la suite on aura une demi-finale de Ligue des Champions, et toujours autant de buts, toujours un impact aussi prépondérant au sein de l'effectif de Manchester City. Sergio Agüero n'aura jamais porté le brassard de capitaine, mais il le méritait, et donc du coup le Kun s'en va, le Matador s'en va. C'est un des plus grands attaquants de notre génération qui s'en va. Dans la hiérarchie, on place probablement Robert Lewandowski devant, Luis Suarez et peut-être Karim Benzema, mais il est dans les 4 cités parmi les meilleurs attaquants des années 2010, si on compte bien évidemment pas les ailiers que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'était important de faire un retour sur la carrière de Kun Agüero après qu'il ait annoncé sa retraite, parce qu'on ne s'y attendait pas, et que c'est un grand homme du football qui nous dit au revoir. On espère bien évidemment le retrouver peut-être plus tard dans un rôle d'entraîneur, dans un rôle de préparateur, dans un rôle de également coach pour les attaquants. Tant il est maître du déplacement et maître du hors-jeu, il pourra forcément aider de grandes équipes, et on l'attend bien évidemment de retour à Manchester City un jour ou l'autre, puisque je doute qu'il y ait joueur plus emblématique à Manchester City. C'est celui qui a
disputé le plus de matchs et celui qui a marqué le plus de buts et qui a remporté également le plus de titres sous les couleurs Citizen. Donc peut-être qu'on le retrouvera en Angleterre du côté des Sky Blues. C'était important de faire ce récap encore une fois. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de football, mais de Ligue des Champions cette fois-ci et des huitièmes de finale qui ont été tirés au sort, et c'est très 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 intéressant. C'était Blue Notes de Mick Mill sur RCN. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. C'était très important de faire ce petit récap sur Sergio Agüero et sur toute sa carrière pour lui rendre le plus bel hommage possible. Faire un petit point également sur ses statistiques. On le rappelle, Sergio Agüero, c'est une machine à but. Il a commencé à l'Independiente avec 56 matchs, 23 buts. Ensuite, il va à l'Atlético Madrid, 234 matchs, 101 buts. Manchester City, où il va disputer près de 400 matchs, presque 400 matchs, 390 matchs au total. Et il va marquer 260 buts, des statistiques tout bonnement exceptionnelles. Et au FC Barcelone, donc on l'a dit, il aura disputé seulement 5 matchs pour un but et ensuite prendre sa retraite. Bien évidemment, une retraite qui nous fend le cœur, mais voilà. On va parler désormais de Ligue des Champions, une compétition qu'affectionnait particulièrement Sergio Agüero, là où il était toujours prépondérant et présent dans les matchs. Alors la semaine dernière, nous vous parlions des équipes sur lesquelles pouvaient tomber le Paris Saint-Germain et Lille et des possibles tirages au sort qui avaient lieu justement. Les tirages au sort ont désormais eu lieu, donc on sait les affrontements que nous aurons. Le Red Bull Salzbourg va affronter le Bayern Munich, donc je ne vous fais pas de dessin, pas vraiment de suspense dans cette confrontation. Salzbourg qui est une équipe nettement moins forte que le Bayern qui en plus en Bundesliga déroule pour le moment, commence à trouver ses repères. Robert Lewandowski rentre dans son rythme de croisière, à savoir marquer un but par match. Donc on va arriver dans les phases finales avec un Bayern de Munich en pleine confiance et on risque de voir, comme chaque année, lorsque le Bayern tombe sur un petit en phase d'élimination directe, une démonstration tout simplement. Je donne peu cher de la peau de Salzbourg. Peut-être que le club autrichien pourra nous surprendre. Néanmoins, face à l'ogre munichois, ça semble peu probable. En deuxième rencontre, on a le Sporting Portugal qui tombe face à Manchester City, justement, dont nous parlions via Sergio Agüero. Le Sporting Portugal également un petit peu dans la même lignée que Salzbourg, qui a peu de chance face à Manchester City, qu'on peut qualifier comme la meilleure équipe du monde actuelle, qui déroule tout bonnement avec Kevin De Bruyne au sommet de son art, Riyad Mahrez également sensationnel, Pep Guardiola qui a un effectif pléthorique et a de quoi vraiment faire tourner entre Raheem Sterling, entre Phil Foden, Gabriel Jesus. On va pas s'éterniser sur l'effectif de Manchester City parce que il y a tellement de stars qu'on finirait l'émission, mais Manchester City qui normalement a de grandes chances de l'emporter face à Sporting, d'autant plus qu'il commence le premier match à l'extérieur. Ce sera très intéressant bien évidemment pour voir si Manchester City a passé des caps par rapport aux saisons précédentes. On le sait, les compétitions européennes du club mancunien sont toujours un petit peu compliquées. Pep Guardiola tente des nouvelles choses. On sait qu'il a confiance en Première Ligue et qu'il change rarement son schéma en Première Ligue et que c'est ça qui l'empêche toujours, qui lui permet toujours d'être parmi les deux premiers. En Ligue des Champions, c'est un peu différent. Alors même si l'année dernière on les a retrouvés en finale face à Chelsea et qu'on se dit que ça y est, la malédiction est terminée, et ben c'est possible que Manchester City retombe dans ses travers avec une nouvelle composition du jour au lendemain de Pep Guardiola pour le match face au Sporting. Bien évidemment, ça semble peu probable, mais restons sur nos gardes, nous sommes jamais à l'abri. En troisième match, c'est le Benfica Lisbonne qui va affronter l'Ajax Amsterdam, un match de petits, bien évidemment, toute proportion gardée, un match d'outsider en tout cas, avec le Benfica Lisbonne qui s'est qualifié dans le groupe du Bayern Munich et du FC Barcelone, alors que le FC Barcelone était pressenti bien évidemment comme le favori pour se qualifier avec le Bayern, et finalement c'est le Benfica Lisbonne qui a volé la vedette au FC Barcelone et qui donc se qualifie. C'est dur de voir quelqu'un qui mange des bonbons en face. Hein. Ouais, c'est dur de voir quelqu'un faire le pitre en plus quand on est concentré sur son truc. Mais vous l'avez compris, on peut me déranger sur des bonbons. Le plus important, c'est le sport. Et c'est bien évidemment le match qui aura lieu entre le Benfica Lisbonne et l'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam qui en Eredivisie, eux, se débrouillent très bien. Bien évidemment, toujours leader parce que Feyenoord sont un peu à la rue. On suivra bien évidemment ce match de très près, match d'outsider. En tout cas, j'espère me tromper, mais on risque de les voir éliminés au prochain tour, quel que soit le gagnant de ce match-là. Ensuite, un match qui nous intéresse particulièrement puisque nous avons nos dogs lillois qui vont se rencontrer Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions.
Un rendez-vous très très important pour les Lillois, tant ils sont à la peine en Ligue 1 pour le moment. Chelsea, tenant du titre, on donne peu cher bien évidemment de la peau du LOSC, tant Chelsea est une équipe qui marche. Thomas Tuchel pour le moment a trouvé tous ses repères. Timo Werner marche bien, Romelu Lukaku s'est parfaitement intégré au collectif, donc forcément en plus Chelsea qui reçoit ce match pour le moment, le premier match à domicile. Lille qui forcément a peu de chance, même si on espère que le club français saura bien représenter et disputera cette rencontre. Ensuite, probablement l'une des plus grosses rencontres de ces huitièmes de finale, c'est l'Atlético Madrid qui tombe face à Manchester United. L'Atlético Madrid, un club qui affectionne particulièrement Cristiano Ronaldo, notamment parce que lorsqu'il était au Real Madrid, il enchaînait les triplés et il dégoûtait Yann Oblak. J'ai mon invité qui vient de me rejoindre, Nimo. Peut-être que je vais te mettre dans la sauce directement, mais on va parler de foot. Je sais pas si t'es un expert footballistique, si t'as suivi un petit peu le tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est passé. J'ai pas suivi, mais j'ai entendu parler. Ouais. Il y a l'Atlético qui va jouer contre Manchester United, Cristiano Ronaldo qui retrouve les Colchoneros. T'en penses quoi de cette confrontation? Franchement, je m'y connais pas trop. Je suis à fond avant. Mais je sais qu'avant il joue en Espagne, non? Il joue au Real, ouais, c'est ça exactement. Bah je pense que ça va être un gros choc quand même. À l'Atlético, c'est une grosse équipe aussi. Ouais, c'est sûr. Pas autant médiatisé que d'autres, mais c'est une grosse équipe. Grosse équipe, pas autant médiatisée notamment parce que c'est une équipe un peu de guerriers qui met en avant le contact physique et la défense et pas forcément toujours le beau jeu. Mais en tout cas, ce sera une rencontre très plaisante et forcément super intéressante parce qu'on va retrouver Antoine Griezmann de retour en Ligue des Champions du côté de l'Atlético qui du coup fera face à Cristiano Ronaldo, à Paul Pogba, à toutes les stars de Manchester United, Edinson Cavani, etc. J'en passe. C'est probablement le huitième de finale qui va attirer le plus l'attention des observateurs, tant le dénouement est intéressant à suivre et que l'adversité est au rendez-vous. Dans les autres matchs, on a le Villarreal, le club espagnol de Villarreal qui va affronter la Juventus qui est en galère en Italie pour le moment, avec Massimiliano Allegri qui peine à trouver des systèmes de jeu qui fonctionnent et surtout un effectif qui pour le moment est très jeune et manque d'expérience. Donc certes, la Juventus est un club, la vieille dame, etc., qui connaît les grands rendez-vous en Ligue des Champions, mais pour le moment en Serie A ça se passe pas super bien et en Ligue des Champions également on les voit pas parmi les favoris. Néanmoins, face à un club comme Villarreal qui est nettement moins prestigieux, nettement moins ambitieux que la Juventus normalement, on imagine que la Juventus devrait bien se débrouiller. On a ensuite un autre gros choc entre l'Inter de Milan et Liverpool. L'Inter de Milan qui pour le moment est deuxième de Serie A et remporte quasiment tous ses matchs. Ils sont très très performants. De l'autre côté, on a un Liverpool qui est premier tout simplement de Première Ligue et qui continue toujours sur la même formule avec Jürgen Klopp, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino. L'équipe vit bien, le groupe vit bien comme on dit, et donc ça risque d'être un huitième de finale qui va tenir toutes ses promesses entre deux équipes qui sont au top et en pleine confiance. Bien évidemment on suivra et on en fera le débrief la semaine prochaine. Et puis on a le plus gros rendez-vous, je pense, de cette Ligue des Champions. Alors ça, je sais pas si tu vas pouvoir en parler encore un petit peu plus que Atlético Manchester United, le PSG qui va faire face au Real Madrid. Ah, ça c'est un gros choc. C'est un gros choc, un choc qu'on a déjà vu en plus il y a quelques années. PSG Real Madrid, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque moi j'entends Neymar, du coup Messi maintenant. Messi maintenant. Au Real, alors face au Real. Ça a toujours été des ennemis. Ouais. Après il y a Benzema. Ouais. Mbappé. Pour moi, c'est un truc de fou. Ouais. Mbappé est logique. Ouais. C'est un match que, même si on n'aime pas le foot, on est obligé de regarder. Ah, exactement. Je pense que c'est le rendez-vous vraiment avec un grand L de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui du coup a accueilli des joueurs comme Sergio Ramos cet été, comme Lionel Messi, qui a toujours dans son effectif Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, un nombre incalculable de stars et au coaching Mauricio Pochettino. Cette année, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la Ligue des Champions qui vise. Le titre est ça fait 11 ans qu'il le vise, mais cette année plus que jamais, c'est encore plus possible parce que l'effectif est vraiment pléthorique. De l'autre côté, on a un Real Madrid un peu vieillissant qui n'a pas renouvelé son effectif depuis plusieurs années, mais on le sait, c'est une équipe très expérimentée avec des cadres comme Karim Benzema, comme Marcelo, comme Toni Kroos, Luka Modric qui connaissent la Ligue des Champions, qui l'ont déjà remporté à 4 reprises. Donc un rendez-vous face à des stars comme Lionel Messi et Sergio Ramos en huitième de finale, ça ne fera jamais peur au Real Madrid qui est considéré comme le plus grand club de tous les temps. C'est une affiche vraiment très intéressante comme vient de me le dire Nimo, même si on n'aime pas le foot, on est obligé de regarder et c'est ce que je vous conseillerais de faire chers auditeurs. On va se passer une petite musique et ensuite on parlera de handball juste avant de s'intéresser à notre invité justement.
Et après avoir parlé de football et de Ligue des Champions et de Sergio Agüero qui prend désormais sa retraite, il est l'heure de parler de handball et le rendez-vous aujourd'hui tant attendu, l'équipe de France féminine qui va disputer sa demi-finale de championnat du monde contre le Danemark après avoir remporté le match contre la Suède en quart de finale 31-26, un match très rassurant. Olivier Crumbles qui s'inquiétait énormément de ce match justement parce que la Suède est forcément une équipe très soudée qui joue ensemble depuis plusieurs années, donc on s'attendait à un match très disputé et au final la France qui assez sereinement s'est imposée, une équipe féminine qui vraiment a continue sur sa lancée après ces Jeux Olympiques sensationnels. Désormais le match le plus attendu, c'est forcément cette demi-finale face au Danemark. Le Danemark est une équipe également très très forte, comme la Suède, qui joue ensemble depuis plusieurs années. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tu es un fan de handball. Donne juste ton avis peut-être sur l'équipe de France et sur ton pronostic sur cette demi-finale. Bah personnellement, je suis pas trop fan de handball, mais j'ai déjà entendu beaucoup parler de l'équipe de France. Donc je pense que c'est l'une des meilleures équipes, hein. Clairement. Donc dans tous les cas, j'ai confiance en eux, hein. Je sais qu'ils vont faire le travail. Ouais, tout à fait. Soit dans le foot ou autre chose, les Français, on est bons. T'as bien raison. Alors l'équipe de France masculine est une des, si ce n'est la meilleure nation parmi toutes les nations de handball. En féminine, on a justement des équipes comme le Danemark, comme le Brésil, comme l'Espagne, comme la Suède, qui sont très très fortes et qui regardent droit dans les yeux la France. Mais la France, depuis quelques années, a tendance à justement égaliser un petit peu l'équipe masculine et être au top. On l'a vu notamment sur les Jeux Olympiques où ils sont arrivés jusqu'en finale, ils ont décroché la médaille d'argent. On espère que ça va se poursuivre sur cette manière. Si la France l'emporte ce soir, le match est à 19h. Si la France l'emporte ce soir, ils joueront ensuite soit face à la Norvège, soit face à l'Espagne pour un match qui ensuite sera à mon avis encore plus serré. Et si nous décrochons la médaille, bah ça fera le parfait doublé pour l'équipe de France et on aura de quoi bien évidemment être fier. Et on s'imagine qu'Olivier Crumbles prolongera à la tête de l'équipe. Désormais, je vais parler de basket et de NBA. Ah, c'est plus intéressant. Plus intéressant. Je sais pas si tu as suivi cette semaine, mais le gros statement, c'est quand même Stephen Curry qui a dépassé le record de Ray Allen. Alors, Ray Allen détenait le record depuis plus de 8 ans, il me semble, avec 2973 tirs à 3 points inscrits. Et donc, Stephen Curry qui désormais, avec près de 400 matchs de moins de Ray Allen, qui dépasse Ray Allen au nombre de tirs à 3 points inscrits et qui en a donc de 1974. C'est donc le plus grand shooter de l'histoire, le meilleur également shooter de l'histoire à 3 points. Steph Curry, ça t'évoque quoi? Des bombes à 3 points? Steph Curry, ça t'en as forcément vu. Des 3 points incroyables, de l'Antéchrist. Ah, c'est incroyable. Tu peux le défendre sur lui ou pas défendre, il t'envoie des 3 points incroyables. Exactement. Et là, on l'a bien vu. Du coup, le match était à New York, au Madison Square Garden, la mecque du basket. Et Steph Curry qui, au bout de 6 minutes de jeu seulement, mais un 3 points, puis un deuxième 3 points, là, temps mort, la salle s'arrête, le basket s'arrête, tous les fans se mettent debout, applaudissent, le coach de New York prend un temps mort justement, on a Spike Lee qui va sur le terrain, qui se comporte comme un fan, alors que Spike Lee c'est quand même une grosse resta à la base. Ah, j'ai vu ça. Tous les joueurs, que ce soit du côté de New York ou du côté des Warriors, se sont mis à l'unisson justement pour rendre hommage à Steph qui venait d'accomplir l'un des exploits les plus sensationnels de l'histoire du basket. Passer un record all-time en NBA, c'est toujours un truc de dingue, c'est quelque chose qu'on voit peut-être une fois tous les 10 ans et là pour le coup c'est le cas, on l'attendait depuis plusieurs années parce que Steph Curry, on le sait que c'est le meilleur shooter de tous les temps. Jamais quelqu'un n'a marqué 5-3 points par match depuis qu'il est en NBA et donc on savait qu'il allait forcément dépasser Ray Allen un jour ou l'autre. C'est le cas désormais et là maintenant il est à 2974, le deuxième est à 2973. On s'imagine qu'à la fin de sa carrière il sera à 3500 et le record sera exceptionnel. En tout cas, on a bien parlé de tout ce qui avait bouleversé l'actualité de cette semaine dans le sport. On se retrouve dans un instant pour se concentrer sur Nimo. Et après avoir parlé de football, de Sergio Agüero qui prenait sa retraite, de Ligue des Champions, de championnat du monde de handball et de basket avec le record de Stephen Curry, il est temps de s'intéresser à notre invité. Ça me fait très plaisir de te recevoir, Nimo, pour parler de boxe. C'est la première fois qu'on va parler de boxe, qu'on va parler de sport de combat dans cette émission et je suis très heureux. Alors, je t'ai introduit, pour le moment j'ai introduit ton sport, mais je sais que t'es également acteur, je sais que t'es également modèle photo, tu fais beaucoup de choses. Explique-moi un petit peu la place que prend le sport dans ta vie, quand t'as commencé, comment tu gères tout ça? Parce que du coup tu fais plein de choses en même temps, t'es sur tous les fronts. Explique-moi comment ça se passe pour le sport. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, je fais beaucoup de choses. Pour moi le sport c'est quelque chose qui est super important dans ma vie. Dans ma famille on est des sportifs. Ma mère, mon père, ils ont tous été sportifs, mes frères et sœurs, on a tous suivi la même voie, le sport. Pas toujours la même chose parce qu'au début j'ai commencé avec le foot plus jeune. Ouais, on a tous commencé par le foot. On a tous commencé par le ballon. J'ai commencé avec le foot. J'ai fait aussi un peu d'athlétisme.
j'étais un peu bon dans tous les sports, mais j'étais plus le foot. Bon, j'ai pas réussi dans le foot, du coup, je me suis penché sur d'autres trucs. Après, j'ai commencé à m'intéresser à la boxe. C'était un vrai kiff. Et je l'ai introduit dans ma vie, hein. Franchement, j'ai l'acting à côté, modèle photo, mais j'introduis toujours la boxe. J'en ai besoin, c'est devenu vital, en fait. C'est devenu un exutoire pour toi? Ah, c'est ça. C'est devenu vital. Je suis obligé d'avoir, de la boxe dans ma vie. Sinon, Et je peux pas vivre. du coup, comment tu le gères dans tout ça? Parce que là, t'en parles comme si c'était un loisir comme ça, en mode forcément, ça fait partie de ta vie, mais sauf que t'en fais à haut niveau. Tu vois, on va en parler juste après, mais t'es champion de Grand Est quand même. C'est ça. Tu t'es dans la compétition, donc c'est quelque chose que tu prends très au sérieux tout de même. À côté, le modèle, ce que tu fais dans la photo, etc. En tant que modèle, t'es également très au sérieux. T'étais venu dans la matinale pour en parler la dernière fois, donc c'est également et sur les réseaux sociaux et en tant qu'acteur, tu fais également de gros trucs. Donc comment tu gères en gros ton ambition et ton investissement dans tout ça, le sport, comment tu hiérarchises en gros? Bah, pour être franc, la boxe, je le mettrais au même niveau que l'acting, parce que l'acting, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est un truc, je suis tombé dedans et c'est un réel kiff. Mais pour réussir à gérer un peu tout ça, bah heureusement que j'ai l'aide de mon manager, qui est mon cousin Abdou. Et on essaie de tout mettre au carré. On essaie de mettre l'acting, de mettre les modèles photos. Bah des fois j'ai pas trop le temps de tout gérer. C'est-à-dire que des fois par exemple il y a certains partenariats pour la boxe que je ne peux pas faire. Forcément. Donc la boxe, je le mets quand même à un certain niveau dans ma vie, hein. Forcément, c'est très important. De toute façon, c'est le genre de sport, la boxe, les sports de combat, c'est le genre de sport où si tu délaisses un petit peu l'entraînement, si tu négliges ne serait-ce qu'une seule seconde les efforts que t'es censé faire et que t'es censé consentir justement pour être au meilleur niveau, tu te prends une claque directement parce que y a pas de marge. En boxe, faut toujours être au rendez-vous. Justement, explique-nous un petit peu ton quotidien maintenant que tu fais ça à haut niveau. Explique-nous comment tu gères tes entraînements, comment tu t'entraînes également. Je sais que t'as plusieurs coachs, t'as parlé de ton manager tout à l'heure. C'est quoi l'intensité que tu pratiques dans la boxe en ce moment? Bah, ça fait 3 mois que j'ai vraiment pris la boxe au sérieux. J'ai commencé avec mon coach personnel qui s'appelle Kevin Rabon. C'était avant, raconte-nous un peu déjà la relation Kevin Rabon. Je sais que tu as une relation particulière avec ton coach. Kevin Rabon, c'est mon frérot. On est vraiment proches. Je le considère vraiment comme un frère. C'est vraiment devenu la famille. On s'est connus il y a 2 ans. On s'est connus il y a 2 ans et depuis, bah, c'est vraiment la famille. Sa femme, je la considère comme une deuxième maman. Ses enfants, ils m'appellent tonton. C'est vraiment devenu, franchement, on a une belle relation. Ça a été un élément déclencheur, je pense aussi, dans le fait de prendre au sérieux et d'avoir de plus en plus d'ambition dans la boxe. C'est ça. Bah, quand il a vu qu'il y avait un petit truc à faire dans la boxe, il me lâchait pas. Il était super sérieux. Des fois, j'avais des relâchements, je mangeais un peu n'importe comment, il était toujours derrière mon dos, il me lâchait pas. Il m'a appelé, il m'a insulté même des fois pour te dire. Mais voilà, ça a porté ses fruits aujourd'hui. C'est un peu grâce à lui aussi que je suis champion du Grand Est en K1. Bien sûr. Et voilà. Donc je peux que le remercier. Tu m'étonnes. Et donc du coup, tu le disais, t'as commencé à te mettre vraiment très sérieusement dans la boxe il y a 3 mois. C'est ça. Comment ça s'est passé pour le moment au niveau des combats? Parce que du coup, t'as gravi les échelons jusqu'aujourd'hui, être champion du Grand Est. Tu vas désormais aller dans les championnats de France. Exactement. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé sur ces 3 derniers mois et ce qui va se passer aussi. On va venir après sur la suite, mais raconte-nous ces 3 derniers mois. Ces 3 derniers mois, c'était entraînement intensif, vraiment intensif. C'était du lundi au vendredi, samedi. Ok. Intensif. Non-stop. Cardio, combat, c'est comment tu... Ça. Bah, cardio à fond, hein. On allait courir, même pendant l'été sous la canicule. C'est super chaud. On allait courir des 10 km. Il mettait un temps à faire. Il me disait, je devais le faire en moins d'1 heure. J'arrive à le faire à 55 minutes. Non, franchement, c'était intensif. Et voilà, là, il m'a lâché dans le circuit. Maintenant, je suis avec un nouveau coach. C'est Kaye, c'est les champions d'Europe. Du coup, je suis bien encadré. Donc je pense que ça va le faire. Ça va le faire. T'es très bien entouré. Jusqu'à ce match, du coup, en début décembre, tu t'es forcément entraîné de manière très intensive, comme tu nous le dis juste à l'instant. Jusqu'à ce match début décembre que tu remportes à Sarreguemines, qui fait que t'es champion du Grand Est. C'est ça. Un accomplissement, un avènement, j'imagine. Franchement, je pensais pas. C'était mon premier combat. Ouais. J'étais pas stressé, mais genre, arrivé à 30 minutes avant le combat, je me suis dit, j'ai fait tout ça, je me suis entraîné à fond, je peux pas perdre. Ouais, forcément, t'as une pression qui monte, l'adrénaline. Je dis pas que les autres ne sont pas entraînés comme moi, mais je me suis vraiment beaucoup entraîné, je me suis investi à fond. Des fois, je me faisais 3 entraînements par jour, le matin, l'après-midi, le soir. Ouais.
Et voilà, j'ai réussi à remporter cette victoire. Et franchement, c'est une victoire personnelle aussi. Vraiment, ça me tient à cœur. Tu m'étonnes, un accomplissement personnel, et j'imagine que ça entraîne encore plus d'ambition pour la suite. Cette victoire te permet désormais de prétendre au championnat de France. Exactement. Comment tu envisages ça? C'est quoi les échéances qui vont venir dans la suite là? Bah là, on était en K1. Du coup, c'est un style de boxe kickboxing. Donc là, on va préparer le championnat de France. Mais là, on est concentré sur le championnat qui arrive en janvier, le championnat de Muay Thai. Ok. Donc pour l'instant, on a un peu mis de côté le championnat de France de K1. Là, on se concentre sur le Muay Thai et pour l'instant, on va rester sur le Muay Thai et on verra après pour le championnat de France de K1. Alors le K1, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme tu l'as dit une forme de kickboxing japonais. C'est ça. Alors selon mes recherches, il y a à peu près tout dedans: karaté, kung-fu, taekwondo et kickboxing. C'est ça entre autres. C'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu plus pour ceux qui sont pas forcément, enfin pour ceux qui sont novices et qui connaissent pas forcément ce style. D'accord. Bah le K1 en fait c'est l'art du pied-point, du pied-point. À savoir c'est un peu différent du Muay Thai parce que dans le Muay Thai on peut saisir, on peut accrocher, on peut mettre des coudes, et dans le K1 on peut pas mettre de coudes. Ok. On a juste le droit de mettre un coup de genou. Après, il faut lâcher directement l'adversaire, sinon après c'est le pied-point tout classique. Pied-point classique. Et c'est comme en match de boxe normaux, c'est-à-dire on a des rounds et on a des jurys pour départager à la fin. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Tu nous as parlé du Muay Thai tout à l'heure. Explique-nous un peu tous les styles que tu pratiques. Il y a le Muay Thai du coup. Est-ce que tu fais aussi par exemple de la boxe anglaise, de la boxe française? Ça se passe comment tout ça? Bah, je pratique plus le pied-point, plus le Muay Thai, parce que moi j'ai pour but après c'est 1 an de m'engager dans le MMA. C'était mon réel but, le MMA. Mais voilà, Kevin Rimbaud, il m'a conseillé de faire 1 an de pied-point, de bien prendre mes marques et d'ensuite rentrer dans la cage. Donc je suis plus concentré sur tout ce qui est Muay Thai, K1, c'est plus mon style. C'est-à-dire ça va plus m'aider pour la suite en MMA, de faire du K1 et de faire du Muay Thai, tout simplement. Ouais, tu seras beaucoup plus polyvalent, tu maîtriseras également plus ton corps. En tout cas, c'est très intéressant que tu nous parles de MMA. On va continuer juste après, on va s'écouter une petite musique, ensuite on reparlera de MMA et on parlera également de tes influences parce que je sais que t'es un grand fan de Mohamed Ali. Et on est toujours avec Nimo pour continuer à parler de boxe. Et donc on disait, juste avant de passer un petit son de Usher qui fait plaisir, on parlait de MMA justement et de ton désir de vouloir pratiquer la MMA que tu viens de me dire en off, qui est désormais autorisée en France et totalement légale. Je voulais te demander, qu'est-ce qui t'attire plus dans la MMA que dans un autre style? Par exemple, pourquoi c'est vraiment ton ambition de faire de la MMA et de réussir dans la MMA? Bah, pourquoi c'est mon ambition les MMA? Parce que c'est de tous les sports. Il y a vraiment deux sports de combat. Il y a vraiment 2 sports de combat pour moi qui se démarquent. C'est le Muay Thai et le MMA. Ok. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les 2 sports où t'es obligé de te dépasser. Parce que toi ou l'adversaire, vous êtes là, c'est pour tuer l'autre. C'est-à-dire, t'es dans la cage, t'es contre l'autre. Il y en a un seul qui va ressortir vraiment, mais vraiment vainqueur. Ouais. Vraiment vainqueur. Et cette rage, cette force, il faut être hargneux dans la cage. Totalement. C'est ça que je kiffe, tu vois. C'est la victoire ou la tête basse. Et comme on disait tout à l'heure, moi je te rejoins sur cette sensation de hargne, etc., de combativité, de sensation de lorsque t'es dos au mur dans la boxe, t'es seul face à toi-même. Et moi j'ai le sentiment, en tout cas, qu'on retrouve pas cette sensation de libération après des matchs de boxe, etc., qu'on le retrouve pas dans d'autres sports. Alors la MMA, bien évidemment, c'est ton objectif premier du coup, mais là tu vas rester focus sur le Muay Thai comme tu nous as dit. Pendant 1 an Muay Thai et K1, tout. Également Muay Thai, K1, championnat de France. C'est ça. On suivra bien évidemment tes exploits à gauche, à droite, et on te recevra à nouveau dans la Maison des Sports pour en parler. Juste avant qu'on conclue cette émission, je voudrais que tu me parles un petit peu de Mohamed Ali. Mohamed Ali qui est probablement le plus grand boxeur de tous les temps. De son premier nom, Cassius Clay, qui ensuite a changé de nom lorsqu'il s'est converti Mohamed Ali. Parle-moi de ce qu'il représente pour toi, de la légende qu'il est. À mon avis, t'as beaucoup de choses à dire. Bah, Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est the boxeur. Quand on pense à la boxe, on a plusieurs noms en tête. On a Mike Tyson, Roy Jones Jr., mais le premier, c'est Mohamed Ali. Moi, quand j'étais petit, je suis tombé sur ses vidéos, parce que mon père, il avait des cassettes de ses combats. C'était incroyable. Pour moi, quand je le voyais sur le ring, c'était, je sais pas, j'étais comme un enfant quand il voit Spider-Man, tu vois, c'était incroyable. Et il m'a vraiment donné envie de faire de la boxe et voilà. Même si j'étais
parti dans le foot, j'ai toujours eu une pensée pour la boxe à cause de Mohamed Ali, c'est-à-dire j'ai toujours kiffé la boxe et au final voilà, je me suis lancé dans la boxe hein. C'est un peu grâce à lui aussi. Je comprends totalement ton inspiration en tout cas due à Mohamed Ali. Déjà moi j'ai envie de mettre deux choses en valeur lorsqu'on parle de Mohamed Ali. La première, c'est cette élégance, cette grâce sur le ring, prestance qu'il avait. Il a une prestance tout bonnement hors du commun. On n'a jamais vu un mec esquiver de cette manière-là. Surtout pour des poids lourds. Je te jure, on avait l'impression qu'il dansait, qu'il dansait sur le ring. C'était tout bonnement sensationnel. Également une force de frappe incroyable. Il était très 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 vif et pour son poids c'était un truc de fou. Et deuxième chose que j'ai envie de mettre en valeur, c'est cette éloquence, cette manière de parler, le choix des mots, le choix des convictions. Quelqu'un qui s'est extrêmement battu pour la cause des Noirs aux États-Unis, qui a changé son nom, qui ensuite a fait des interviews pour dire qu'il arrêtait la boxe parce que les Noirs n'étaient pas assez considérés. On se souvient également de toutes ces actions pour peut-être que ça colle pas trop avec ce qu'on vient de dire justement, mais c'était également une grande gueule, c'est ça, un énorme provocateur. C'est ça. Et moi perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait qu'à conférence de presse, il était toujours là à charrier, à énerver, etc. Moi aussi j'aime bien. Ça fait kiffer forcément. Je suis pas comme ça, mais j'aime bien. C'était son personnage. Exactement. Ça faisait partie du personnage. Et donc Mohamed Ali, forcément un personnage emblématique. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir, Nimo, et de parler de boxe. Merci beaucoup. De parler de tous tes exploits et de toutes tes ambitions également, et de Mohamed Ali bien évidemment. C'était la Maison des Sports. Je suis très content de vous avoir parlé de sport pendant 1 heure. On se retrouve la semaine prochaine pour le même programme. À bientôt l'équipe. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org